Le premier sous-groupe était consacré à la question du diagnostic, ce qui expliquait ou ce qui motivait finalement la mise en place de ce dispositif, en interrogeant les différents motifs ou justifications qui auraient pu être alors soit mises en avant et soit que l'on pourrait supposer. Alors tout d'abord, on s'est entendu sur le fait qu'il n'y avait pas véritablement de base objective en matière de croissance de la délinquance ou d'incivilité particulière. Alors, il y a quelques événements évidemment qui font partie de la vie habituelle des cités hein, ou de Saint-Malo, mais rien qui justifiait cette mise en place de ce dispositif, puisqu'on n'a pas, dans la délinquance ordinaire à Saint-Malo, on n'a pas d'observation directe. Alors, évidemment, il a été rappelé aussi que, alors c'était à la fois à l'époque, à l'été 2019, 2020, je ne me rappelle, je n'ai pas très bien noté, mais qu'il y avait eu, on était chaud, un petit peu actif, et que l'idée que voilà, il y avait des bandes dans certains quartiers, les bandes autour de la gare pouvaient avoir mis sur l'agenda cette question de l'action nécessaire de la ville, mais c'était quand même des événements relativement ponctuels. Donc, si on n'avait pas de motivation, on pourrait dire objective, on a commencé à réfléchir sur d'autres raisons ou facteurs qui pouvaient expliquer ce soudain intérêt pour des dispositifs participatifs qui rapprochent la population de la police avec le maire au milieu. Évidemment, un certain nombre de sujets liés à la distance qu'il y a entre la police et la population. On a évoqué le fait que la circulaire de 2019 là, qui a lancé le mouvement, c'est en pleine période évidemment des Gilets jaunes. Donc là, on a senti une rupture entre on peut dire la population générale et les forces de l'ordre, notamment à cause des pratiques policières bien connues de l'époque. Également, on pourrait dire la volonté de faire de la communication de la part de la mairie, puisque dans les débats qu'on a eus dans le groupe, est ressorti l'idée que finalement, il n'y aurait pas beaucoup d'efficacité ou de conséquences à ce dispositif, hein, puisqu'on est vraiment sur de la remontée d'informations. Ça ne va pas résoudre le problème de la délinquance ou même des incivilités. Par contre, on voit bien que la municipalité intervient assez fortement pour faire connaître voilà, sa volonté de résoudre les problèmes. Il y aura probablement un affichage dans l'espace public de panneaux permettant de montrer que l'on fait quelque chose, sans qu'évidemment il y ait véritablement de garantie que c'est d'autres effets que de pure communication. On a aussi souligné le fait que les réponses existaient déjà. Ça revient, on pourrait dire, dans l'idée qu'on est plus sur de la communication qu'autre chose, puisqu'on a des dispositifs existants, à la fois de gestion dans les quartiers, même de la police existante qui sont là, mais qui ne vont pas être ni améliorés ni augmentés par ce dispositif-là, par les citoyens référents. Et donc, le constat qui est ressorti, c'est celui d'un décalage finalement entre le problème, y compris dans ses formes les plus visibles, hein, on va dire les bandes de jeunes, alors c'est ce qui revient tout le temps, à la gare, voilà, ce qui est un peu l'actualité, et finalement cette idée de participation citoyenne qui ne va pas beaucoup régler les problèmes en question. De la même façon, le constat, c'est aussi que l'identification d'un citoyen par quartier ne va pas non plus régler le problème de la confiance de la population dans la police, si c'est ça le problème, puisqu'on va plutôt identifier une personne qui va avoir le rôle on va dire, de petit chef local, qu'on pouvait mettre en avant pour montrer un peu le peu de légitimité de ce dispositif. Notamment le fait que la visibilité dans l'espace public de certaines populations, alors pauvres, SDF, avait été souvent un objectif de la mairie, c'est-à-dire de les sortir de l'espace public. Alors on a vu ça avec les arrêtés pour Intramuros. On a aussi évoqué le fait que un premier adjoint à la mairie était très attaché aux questions de développement du tourisme et que le fait de voir traîner des gens, ce n'était pas une bonne chose pour l'image de la ville. Et donc, peut-être la motivation aussi à mettre en avant, c'est que ce n'est pas tant pour régler des problèmes de délinquance ou d'incivilité que aussi pour éviter que on garde dans la ville des gens qui font tâche sur l'image touristique et un peu enchantée de Saint-Malo. Donc là aussi, je pense que ça peut délégitimer ce genre de dispositif.
liés à la sécurité à Saint-Malo. Ils ne sont pas extraordinaires, ils ne sont pas extrêmes, mais ils existent. Par contre, il fallait vraiment souligner le fait que face à ces problèmes, la solution d'informer ou d'installer des informateurs dans les quartiers n'était pas du tout à la hauteur des problèmes, ni véritablement une solution efficace. Voilà, très en vrac, et j'espère que si jamais il y avait des choses que j'ai oubliées, vous puissiez les compléter pour ceux qui étaient là dans l'atelier. Donc, la première chose qui est venue, c'est l'idée qu'il n'y avait pas eu de concertation. Ensuite, il a été évoqué plutôt la question des maisons de quartier, des animateurs qui seraient des animateurs qui seraient des personnes qui vivraient dans ces quartiers. Donc, parce que là, on se pose le problème du recrutement. Si on allait vers ce type de dispositif, recrutement des citoyens, mais sur quels critères? Ensuite, si on avait à répondre aux problèmes de sécurité, mais quels sont ces réels problèmes? Et donc, le constat, c'est que quand même, Saint-Malo est plutôt une ville tranquille, hein. Il a été relevé également que déjà, au niveau individuel, il y a une sorte de sensibilité, c'est-à-dire que les gens sont plutôt bienveillants et il y a déjà des systèmes d'entraide. Un camarade a fait remarquer que dans son quartier, ça se fait déjà, on se donne son adresse, enfin, on se donne son numéro de téléphone, on jette un coup d'œil sur ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gens comme ça, un peu avec une autorité qui pose problème. Quelqu'un a précisé que, bon, avant d'en être à la situation dans laquelle on va, c'est-à-dire des délateurs, c'est le mot qui a été prononcé, hein, euh, on pense qu'il faudrait plutôt une police de proximité qui agirait pour le bien commun. Elle pourrait s'appuyer quand même sur une participation citoyenne, mais là, il y a un quiproquo, c'est-à-dire qu'une vitre cassée, je prends le téléphone du citoyen référent, je rapporte. Donc on est sur un comportement qui nous semble déviant, qui est pas très sain et pas très intéressant. À ceci, on préfère répondre par donc des conseils de quartier, donc une sorte d'action collective et humaine. Alors, un camarade a rappelé également qu'il y a des textes sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, il y a la fameuse circulaire Castaner qui précise que donc on doit s'appuyer sur une présentation annuelle. Donc, le camarade a parlé du PSQ, donc une sorte de le rapport de police de proximité au quotidien. Ça existe, ça, à Rennes, également dans la zone de Saint-Malo, Dinard, La Richardet et de Fougères. Le camarade dit qu'il y a des chiffres qui datent de 2017. Donc, sur la zone de Rennes, de Saint-Malo et la Richardet, on a enregistré 3328 faits de délinquance. Donc, quand même, on est sur des chiffres qui sont quand même très peu importants, hein. Euh, alors, voilà. Donc, euh, on a cité également des villes où ces comités de quartier étaient déjà à l'œuvre. Alors, à Quimper, et puis, la ville d'Issy-les-Moulineaux, où en fait, on a abandonné le système des caméras de surveillance, etc., pour les remplacer par des animateurs. Un collègue a abordé aussi la question des îlotiers. Alors, cette personne habitait en région parisienne, elle a vu fonctionner ce système des îlotiers avec des rondes de police et une présence dans les quartiers de professionnels de la sécurité, mais en phase avec les citoyens. Euh, Par rapport à cette opposition entre une sorte de police de proximité et la délation, un camarade expliquait et précisait que on insuffle des sentiments mauvais, la délation, la vigilance, que c'était pas très intéressant et que ça a déjà démarré sur le marché de Rocabet. On a déjà vu des gens distribuer des tracts par rapport à ces dispositifs. Alors, les chiffres sont faits, mais le sentiment d'insécurité et les problèmes de voisinage sont réels. Policiers professionnels et citoyens référents, oui, peut-être, mais avec quelle légitimité? Donc, là, a été posée la question de la formation. Il faut vraiment une police et des éducateurs formés et des vrais conseils de quartier. Il y a déjà des comités, mais ça ne semble pas du tout suffisant. Il faudrait vraiment des vrais conseils de quartier. Alors, quelqu'un a précisé quand même, attention, hein, les problèmes de sécurité doivent être gérés par des professionnels. Et il y a déjà des systèmes qui fonctionnent, comme le 17. Il ne faudrait pas
que cette fonction de la police soit, on va dire, remplacée totalement par autre chose. Quelqu'un a précisé également que ces conseils de quartier, bien sûr, peuvent parler de sécurité, mais doivent avant tout s'occuper du bien vivre ensemble. Ensuite, quelqu'un a insisté sur le fait que de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudrait peut-être commencer par l'information du citoyen. Donc qui n'est pas du tout conscient que peut-être il peut participer au débat. Un point de vigilance, il ne faut surtout pas opposer le collectif et l'action individuelle, hein, même si c'est peut-être par l'action individuelle bien pensée que les choses doivent démarrer. Alors, quelqu'un a rappelé que quand même, je vous donne les propos comme ils sont venus, hein, que c'était plutôt un phénomène qu'on trouvait dans les villes de droite. Dans le texte de loi sécurité globale, il y a déjà en germe la possibilité de privatisation de la police. Cette recherche de la délinquance peut aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer du délit. Alors, il utilisait l'exemple de si vous mettez un quart de police quelque part, il va donc finir par trouver des délits, et donc on va comme ça publier des chiffres. Hein, et donc, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte d'autoréalisation de la délinquance. Dans le programme de Lurton, qu'un camarade a regardé d'un peu plus près, le dispositif s'appelait non pas comme il s'appelle aujourd'hui, mais s'appelait Voisins solidaires. Et en fait, dans les tracts qui ont circulé durant la campagne, M. Lurton prévoyait tout un travail préparatoire des commissions citoyennes, etc. Hein, tout un dispositif préalable qui n'a pas été mis en place. Hein. Voilà. Et enfin, pour terminer, je crois que ce qui a été peut-être rappelé plusieurs fois, c'est que le débat est absolument nécessaire et qui doit s'élargir, sortir peut-être du cercle militant pour aller vers les habitants. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce qu'a dit Nicolas? Juste une petite chose pour élargir un peu le débat par rapport à ce que vient de dire Nicolas, et je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui a été dit. Hein. Mais ce que j'ai dit aussi dans la commission, c'est que on ne fera pas l'économie d'un développement des services publics, en particulier le service public de police, dans ce cadre-là. Et on sait bien que les solutions ne seront pas trouvées uniquement dans le cadre municipal. Mais je crois que nous, en tant que collectif, le collectif Le Monde d'après, on a intérêt à pointer ce problème-là et à dire on va dans le mauvais sens actuellement en détruisant les services publics. Bien, alors, donc, alors c'est un atelier qui a un peu balayé, on va dire, l'ensemble des thématiques du premier et du deuxième atelier. Donc, on s'est pas forcément toujours centré sur ce qui était l'intitulé initial, mais on a quand même quelques idées sur la façon dont on peut réfléchir à la politique sociale voilà, de Saint-Malo. En fait, réfléchir à la politique sociale, c'est qu'on s'est dit qu'on ne voyait pas forcément toujours de politique sociale. C'est qu'on voyait des actions sociales, on voyait des réalisations, mais est-ce qu'une politique se contente d'un empilement de projets ou d'actions? Voilà, donc la question s'est posée un petit peu comme ça. Donc, pour que je sache, on n'a pas trouvé véritablement, sauf peut-être dans le programme de M. Lurton, un élément synthétique de ce que pourrait être une politique sociale à Saint-Malo. On s'est interrogé sur le positionnement de Gilles Lurton par rapport à ce secteur, qui est un secteur qui était privilégié du temps où il était élu, sur lequel il a agi, et bon, où il s'est construit même une certaine réputation. Et finalement, la façon dont il a pu évoluer, ou du moins laisser planer le doute sur cet engagement qu'il avait au départ, bon, sans qu'on ait trouvé véritablement de réponse, nous a un peu interpellés. Alors, en ce qui concerne les moyens d'une politique sociale, il faut souligner que le CCAS, par exemple, du temps de Coineau puis du temps de Renou, s'est trouvé finalement doté à peu de choses près des mêmes moyens. Finalement, dans la conduite du dossier dans les municipalités précédentes,
c'est cette question que se posaient certains sur l'utilisation de la politique sociale, donc du moins des actions sociales, pour alimenter un certain clientélisme. Donc voilà, ça a été aussi dans le constat de départ. Une question qui est revenue et sur laquelle finalement on a pas mal échangé, c'est le rôle des maisons de quartier. Parce que on s'est dit finalement il y a des endroits où effectivement on peut installer, on va dire, les services nécessaires à une action sociale de proximité, et on s'étonne un peu que les maisons de quartier ce soit essentiellement des lieux où on met à disposition des salles pour que les associations créent des événements. Il peut y avoir aussi effectivement le fonctionnement de quelques services, mais on ne trouve pas finalement dans les maisons de quartier le soutien réel à des actions sociales de proximité. Sur le quartier de la Découverte, pour faire rapide, un animateur de prévention pour tout le quartier de la Découverte, ça ne fait pas véritablement une action, on va dire, en continuité de gestion des déviances, des délinquances ou des populations en souffrance. Ce qui a été aussi donné en exemple, c'est ce qui avait été mis par Edmond Hervé à Rennes comme dispositif de proximité, avec des équipes de prévention donc situées dans différents quartiers de Rennes, et ces équipes de prévention qui apparemment ont vu leur importance, et je suppose leurs moyens, enfin ça n'a pas été dit comme ça, mais cette donc diminution de leur importance, de leur action, de leurs moyens, est peut-être une des explications qui fait que à Rennes actuellement, bien que ça ne soit peut-être pas une ville de grande délinquance, on a quand même une accélération des problèmes de sécurité. On a signalé effectivement la désagrégation des services publics, donc ça a été dit tout à l'heure. On a constaté que dans pas mal de communes des alentours, se développaient sous la pression vraisemblablement de services de gendarmerie bien intentionnés, se développaient finalement des réflexions au niveau municipal pour instaurer des systèmes de surveillance. Ce qui est intéressant sur la façon d'agir peut-être, c'est qu'on a remarqué que la population avait évolué avec donc l'installation de résidences secondaires qui étaient des résidences secondaires, on va dire, de bon standing, voire de haut standing, que cet enbourgeoisement de la côte avait entraîné finalement une réflexion sur la protection des biens, et que finalement les équilibres entre les générations et les catégories sociales avaient pu avoir une incidence là-dessus. Donc on est aussi sur une situation où finalement les problèmes de sécurité y sont liés d'une certaine façon on va dire, aux catégories socio-professionnelles et au niveau social des gens qui sont installés. La question qui était posée aussi, c'était de savoir mais quelle était l'origine de cette politique, et la réponse qui a été donnée, c'est qu'il y avait eu 2 cambriolages, et en plus qu'un chien avait été tué par balle sur la plage. Donc voilà, ceci nous ramène à la question qu'on s'était posée sur Saint-Malo. Le virage de Lurton sur sur ce problème de la sécurité n'était pas expliqué, et donc on aurait aussi peut-être à réfléchir à la façon dont se prennent au niveau de la municipalité de Saint-Malo les décisions. Alors, il a été montré aussi qu'il y a des associations qui effectivement travaillent et qui n'ont pas forcément les moyens qui leur permettraient de dévoiler leur action. Au niveau, par exemple, de Saint-Servant, c'est l'association Droit de Cité. Donc, on l'a cité avec un animateur, c'est Pierre Lelièvre, je donne tel que j'ai entendu, qui va au-devant des gens. Et l'une des façons aussi qui nous a semblé, pour s'inspirer de cette pratique, c'est qu'il faut, dans la politique de sécurité, aller vers les lieux où vivent les gens. Et peut-être que dans les formes d'action de la coordination et de ce qui suivra à la suite de ce débat, que l'on aille vers les gens où effectivement se situent les problèmes. On a dit que pour définir une politique sociale, il fallait à la fois partir sur 2 principes. Le problème d'éducation, c'est-à-dire comment on éduque les gens. Et donc l'exemple a été donné
de ce qui avait été mis en place du temps de Renou et vraisemblablement qui a été reconduit par Lurton, qui est une éducation aux médias, puisque l'éducation aux médias est un moyen de s'informer, et à partir du moment où c'est un moyen de s'informer, c'est aussi un moyen d'aller au-devant sans doute de jugements qui pouvaient amener peut-être des actions de violence ou du moins d'agressivité. L'essentiel, c'est véritablement d'arriver à trouver les moyens d'engager une véritable politique voilà, sociale, et que cette politique sociale, elle est encore à construire. Non, juste pour préciser, parce que tu as évoqué ce qu'on a dit sur Rennes et la manière dont évoluent les politiques de prévention, pour pas qu'il y ait de malentendus, hein, Rennes reste une des villes de France encore en avant sur ces questions de prévention. On a évoqué aussi par exemple Fougères, Christian, Lucas, donc on est tous les deux d'anciens travailleurs sociaux et on a vécu ces questions-là il y a 20 ans, 30 ans. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces politiques il y a 30 ans, elles étaient abondées par l'État, c'est-à-dire qu'il y avait des finances publiques. Pour avoir des éducateurs de prévention dans tous les quartiers de Rennes, c'est pas la municipalité qui payait, c'est l'État. Qui effectivement créait des postes. Bon, et je veux dire, il y a eu une raréfaction au niveau de l'État du financement de la prévention spécialisée. Aussi, par exemple, des éducateurs de justice. Les éducateurs de justice, c'est une misère quoi, depuis maintenant une vingtaine d'années. Et c'est des politiques d'État qui aujourd'hui n'ont pas suivi et qui ont d'une certaine manière amené même les municipalités les plus engagées pour mener des bonnes politiques dans ce domaine-là à devoir réduire leurs moyens. Jacques, et puis Christian. Oui, Jean, je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit sur l'éducation aux médias qui aurait été proposée par Renou. Là, je n'ai pas compris ce passage. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Oui, c'est Stéphane qu'on a parlé. Oui. Non, j'ai expliqué en fait dans la discussion qu'on n'avait pas défini ce qu'était une éducation aux médias, ce qu'était une politique sociale, parce que ça revêtait plusieurs facettes, que ce soit alimenter un CCAS, que ce soit développer des réseaux sociaux, et que dans cette définition-là, on pouvait inclure l'éducation aux médias. Et nous, au Club de la Presse de Bretagne, on a développé des séances d'éducation aux médias parce qu'on est conscient qu'il faut expliquer, il faut donner des clés en particulier aux jeunes, pour être capable de déchiffrer les messages qu'on leur balance à travers surtout les ondes télévisuelles. Et je pense par exemple à BFM TV qui balance tout et n'importe quoi. Donc il faut leur donner les moyens de comprendre. Et donc on a mis en place des séances d'éducation aux médias. J'ai mis 2 ans à convaincre Renou de rentrer dans cette logique-là. Et donc l'année dernière, l'année de son dernier mandat, on avait mis en place une dizaine de séances d'éducation aux médias avec un budget de 2 000 € débloqué par la ville de Saint-Malo. Pour cela. Donc, c'était des séances dispensées auprès d'élèves de 4e, 3e, seconde et terminale, je crois. Et cette année, Gilles Lurton a renouvelé l'expérience en débloquant le même budget. Voilà. Alors, je disais que 2 000 €, c'est beaucoup et en même temps, ce n'est pas grand-chose, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Est-ce que c'est la même chose que ce que faisait le Clémy il y a quelques années? Alors, justement, alors je ne veux pas monopoliser la parole, mais le Club de la Presse de Bretagne, en fait, a développé 3 niveaux d'éducation aux médias. Un niveau basique, que généralement on associe à une exposition, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir à la médiathèque de Saint-Malo, qui s'appelle Report Image, sur le photojournalisme. Ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Voilà. On a un niveau un peu plus élevé qu'on a développé en partenariat avec le Club de la Presse d'Occitanie, qui s'appelle Esprit Critique, où là, il y a un professionnel de l'information et un professionnel de la communication qui interviennent là aussi dans des structures, généralement des écoles. Et puis, on a un 3e niveau qui s'appelle en mode projet, en quelque sorte, qui est financé par la DRAC et qui s'inspire généralement de ce que fait le Clémy. Le Clémy est un organisme spécifique mis en place par l'Éducation nationale, mais ça a tous les avantages de l'Éducation nationale et tous ses inconvénients, à savoir une certaine lourdeur. Et nous, en fait, on intervient, on se met dans les interstices pour être un peu plus réactif. Voilà, brièvement présenté. Moi, je me retrouve parfaitement dans le compte-rendu que tu as fait, Jean, mais suite à ce que vient de dire Michel, on pourrait prendre des actions ponctuelles et sporadiques, et pour autant, ces actions ne font pas une politique. On a réfléchi, qu'est-ce qu'une politique sociale? Ce n'est pas des pansements comme ça qui font une politique sociale. Donc, il faudrait peut-être réfléchir vraiment pour nous sur des questions de fond. Qu'est-ce qu'une politique sociale?
Et la deuxième chose que je veux souligner, même si tu l'as évoqué, Jean, c'est que ce qui est un peu scandaleux dans cette affaire, c'est qu'il n'y a aucune concertation. On n'a pas le profil de poste, on n'a pas le cahier des charges, on n'a pas le processus de choix. Et je me disais deux choses. Un, on peut peut-être investir d'autres associations qui travaillent dans le tissu social, dans un espèce de puzzle de lien social, comme pendant le premier confinement, il y a eu des écoutants anonymes sur des personnes en désespoir, un peu déshérités qui ne savaient pas à qui parler, un peu sur le principe des SOS Amitié. Enfin, ça existait sur Saint-Servant, ou à droite cité, qui, tu l'as cité, Jean, qui essaie de faire autre chose que de l'événementiel. Et je disais, ça peut paraître provocateur, mais pourquoi pas, si nous, on investissait comme candidat, comme référent, ce serait très, très intéressant de savoir si on est choisi. Si on est choisi, alors ben, on va occuper le terrain et on va donner une autre allure à la posture qui était envisagée en termes d'éthique et de donner une autre couleur. Et si on n'est pas choisi, eh ben, ça sera intéressant de savoir pourquoi on ne l'a pas été. Donc, excuse-moi, j'ai oublié de dire ça parce que je trouve que c'est vachement chouette comme stratégie. Voilà, enfin, je voulais relancer cette idée qui peut paraître peut-être farfelue, mais il me semble, sinon, il y a quand même un risque. Notre groupe est très sympathique, mais j'aime bien qu'on ne reste pas dans l'entre-soi et que peut-être qu'on investisse aussi des lieux comme, enfin, moi, sincèrement, en tous les cas, je me retrouve des fois avec des gens qui ne pensent pas comme moi à droite cité, mais petit à petit, les choses bougent et avancent. Donc, voilà. Voilà, la suite à donner, eh bien, on la construira ensemble, hein, ça c'est clair. Sur les suites de l'action, justement, est-ce que vous avez, vous les participants, on va dire, un peu extérieurs à la coordination, du moins n'étant pas dans le, on va dire, dans le quotidien de notre fonctionnement, est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez envie d'intervenir sur les suites éventuelles à donner, ou du moins des perspectives? Mais je n'avais pas forcément envie de parler, mais puisqu'on me donne la parole, je pense qu'il faudrait peut-être aller un peu vite dans le site, parce que je crois avoir lu que ça sera l'objet du prochain conseil municipal, cette question des citoyens référents. Donc, voilà, je me demandais s'il ne fallait pas intervenir assez vite dans des suites d'une manière ou d'une autre. J'ai le sentiment que ça pourrait passer assez vite, sans débat public, sans quoi que ce soit. Il y a déjà pas mal de référents qui sont positionnés et je le crains. Ah oui? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nicolas, tu voulais intervenir? Ouais, je suis très en colère qu'on n'ait pas eu l'idée de Christian. Moi, je vois, comme ça, concrètement, à court terme, je pense qu'il y a peut-être, sous la forme d'un communiqué par rapport à la presse, un débat élargi au Malouin, élargir le débat pour qu'il y ait une participation plus large que la participation militante. Et trois, effectivement, dans le court terme, l'idée de Christian, c'est-à-dire un peu provocatrice, mais à mon avis, qui a son intérêt, de poser candidature si c'est pas trop tard, ou même symboliquement, voilà, pour montrer que s'ils veulent jouer à ça, on pourrait très bien inventer une fonction qui corresponde plus à la manière dont on voit les choses. On va prendre congé. On était pas mal ensemble, mais bon, on va renouveler ça d'une façon ou d'une autre une prochaine fois. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis merci d'être venu, d'être resté surtout, parce qu'on avait quelques inquiétudes quand même pour cette première expérience. Donc à une prochaine fois. Merci à tous.